Conakry, le 3 septembre 2019. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Les grandes réformes menées par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, dans les régies financières se poursuivent. Le guichet unique du commerce extérieur est désormais opérationnel et il vise à renforcer la mobilisation des recettes. Au sommaire encore, la CENI affûte ses armes pour gagner le pari des prochaines consultations électorales. Sur le terrain, à Lelouma et à Pita, l'institution évalue le matériel électoral déjà existant. Âge 2019, le dernier convoi des pèlerins guinéens a regagné Conakry ce matin. Les opérations d'accueil à l'aéroport se sont déroulées dans les meilleures conditions. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a officiellement lancé ce mardi à Conakry le guichet unique du commerce extérieur, un outil qui permet de faciliter, de moderniser les échanges commerciaux tout en augmentant les recettes publiques. Le président Alpha Condé a invité les opérateurs économiques et l'administration financière de l'État à faire de cet outil un moyen efficace de mobilisation des recettes. Sanassi Keita, reportage. La simplification. Guichet unique du commerce extérieur. La cérémonie de lancement officiel de cette autre grande réforme du président de la République mobilise plusieurs personnalités et hommes d'affaires du pays. Cette plateforme du guichet va constituer sans nul doute un outil de facilitation des échanges pour tous les acteurs du commerce extérieur. Parmi eux, les opérateurs économiques, les agences gouvernementales de régulation, les banques, les transporteurs, les transitaires, consignataires et manutentionnaires. Parmi les bénéfices concrets du GUSEG, nous pouvons déjà annoncer une réduction considérable du temps de dédouanement et le désengorgement du port de Conakry afin de rendre le port plus compétitif face aux pays voisins tout en apportant une meilleure traçabilité en temps réel de l'activité commerciale en Guinée. Pour le ministre en charge du budget, la création d'un guichet est de nos jours primordiale, en raison surtout du volume accru, de la complexité et de la rapidité des échanges commerciaux. Une telle démarche s'inscrit en droite ligne de la volonté du gouvernement, sous votre leadership, de rendre le commerce international plus rapide, plus facile et moins coûteux. Ce qui est en parfaite harmonie et rejoint les initiatives internationales, notamment l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation mondiale des douanes à travers la Convention de Kyoto sur la simplification et l'harmonisation des procédures douanières. Mieux, avec le lancement de ce nouveau portail, notre pays marquera un pas de plus vers l'amélioration de doing business et le niveau des recettes de l'État. Ce qui traduit votre engagement, comme l'année dernière, de maintenir la Guinée parmi les pays réformateurs de la sous-région. En mettant en place cette plateforme intégrée de facilitation du commerce extérieur, le président de la République s'est fixé pour ambition la sécurisation des recettes publiques et des différents intervenants dans la chaîne logistique du flux commercial. D'abord, je dois exprimer ma compassion à nos compatriotes qui ont été victimes des intempéries. Vous savez que l'Afrique n'a pas beaucoup de responsabilités dans le changement climatique, mais c'est nous qui subissons les plus de conséquences. Que ce soit à Conakry ou à l'intérieur, beaucoup de nos compatriotes ont été victimes d'inondations. Heureusement, pour le moment, nous n'avons pas eu de perte de vie humaine. Mais j'estime aussi ma compassion aux pays voisins, car la Mauritanie au sud, il y a eu des inondations, il y a eu aussi 7 morts. Et dernièrement au Mali, il y a eu l'effondrement d'un immeuble. Tout cela est dû aux conséquences des changements climatiques dont nous ne sommes pas responsables et pour lesquels nous nous battons pour que ces effets soient le maximum limités. Vous savez que notre objectif est de doubler nos recettes internes. C'est pourquoi nous faisons toutes ces réformes. Car ce qui caractérise la Guinée, c'est la faiblesse de nos ressources internes. Il faut absolument que nous arrivions à les doubler. Pour cela, ce n'est pas une question d'hommes. Vous pouvez changer les hommes 10 fois, ça ne changera pas grand-chose.
ceux qui sont là, on va dire, sont malhonnêtes, ceux qui viendront, bon, il n'y aura pas de changement. Donc, comme on ne peut pas changer les hommes d'un coup de baguette magique, il faut donc avoir des moyens, surtout avec les nouvelles technologies qui nous permettent aujourd'hui, quelle que soit la volonté de la personne de faire la magouille, comme on dit, qu'il ne puisse pas le faire. Donc, le guichet unique rentre dans ces différentes réformes. Le gouvernement lance cette fin de la matinée le guichet unique pour le commerce extérieur guinéen, un des projets symboles de la modernisation de l'administration. Le guichet unique est le portail interactif des opérations commerciales et portuaires en République de Guinée. Il est l'interface des acteurs du commerce pour l'accomplissement des formalités relatives au commerce extérieur. Il permet aux opérateurs économiques, aux agences gouvernementales de régulation, aux banques, transporteurs et autres acteurs d'accéder à l'ensemble des services liés au commerce international en quelques clics sans besoin de se déplacer. Il ne fait point de doute aujourd'hui que la transformation digitale est un atout pour nos pays en développement afin de rattraper leur retard. Toutefois, elle doit être conduite avec intelligence. Autrement dit, elle ne doit être ni brutale pour prévenir des effets inverses, ni timorée afin que l'on parvienne de façon efficace aux résultats attendus. Ces réformes ne se dirigent pas contre les intérêts des uns et des autres. Au contraire, elles facilitent la gouvernance des affaires, réduisent les coûts de transaction, améliorent les bénéfices pour tous les acteurs, secteur privé, administration publique confondus. C'est pourquoi toutes les parties doivent s'impliquer, opérateurs économiques, administration des douanes et des impôts et autres acteurs, pour s'accorder une pédagogie appropriée afin de tirer pleinement profit de cette réforme majeure. Notre environnement des affaires en sera positivement affecté. Les administrations douanières et les impôts doivent aussi prendre leurs responsabilités afin que la dématérialisation du processus de douanement soit effective et les ressources collectées plus sécurisées. Tous les produits entrant en Guinée doivent être informatiquement identifiés et les règles devant s'appliquer à leur entrée sur le territoire national respectées, suivant le code des douanes et des impôts. Les bases de données des douanes et des impôts doivent être fusionnées pour une meilleure maîtrise de l'assiette fiscale et un meilleur renforcement du système de contrôle fiscal. Je dis bien que les bases de données des douanes et des impôts doivent être fusionnées. Cela doit être clair, tant pour le directeur général de la douane que pour le directeur général des impôts. Il n'est plus question d'avoir deux entrées, une seule. Première suivi de l'exécution de la réforme, la société Westfontaine, qui est à féliciter au passage, est tenue d'adresser au gouvernement un rapport trimestriel. Ceci pour permettre au président de la République de prévenir toute contre-performance préjudiciable à la mobilisation des ressources. Pour rappel, les douanes et les impôts collectent à eux seuls plus de 80% des recettes. Il faut donc s'assurer que cette réforme réussisse. Quels sont les objectifs que nous voulons atteindre? D'abord, dématérialiser le processus des opérations liées au commerce international. Faciliter et simplifier les procédures de commerce extérieur. Assurer la célérité des opérations commerciales. Réduire les coûts et les délais des procédures de commerce extérieur. Sécuriser les recettes du trésor public et les différents intervenants dans la chaîne logistique au flux commercial. Cela va la création d'un web permettant d'effectuer tous les démarches liées au processus de commerce extérieur sans besoin de se déplacer. Création des espaces cafés Internet gratuits permettant aux acteurs ne disposant pas de connexion Internet d'effectuer des opérations en ligne. Création d'un guichet interactif permettant d'obtenir en ligne toutes les informations concernant les procédures, les structures à contacter, les documents et textes des lois pour effectuer les procédures commerciales en République de Guinée. Suivi en ligne de l'état d'avancement des dossiers. Enfin, secondairement, amélioration de notre classement dans le 12 business. Une meilleure visibilité des opérations commerciales par l'importateur-exportateur qui sera en mesure de localiser son contenu en temps réel, suivi par l'opération en temps réel
de toutes les opérations effectuées par son transitaire. Donc, le guichet unique rentre dans les réformes que nous avons commencées dernièrement avec les impôts. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que beaucoup de nos recettes internes disparaissent. Et cela au détriment de nos populations. Mais si nous sommes bien gérés, il y a des primes. Ça veut dire, si les impôts et les douanes travaillent très bien, les résultats, ils auront des primes. Désormais, ceux qui gagneront, ce sont les primes. Nous n'accepterons plus que quelqu'un qui a un poste puisse d'une façon ou d'une autre changer la destination des ressources nationales qui n'ont qu'une seule destination, la Banque centrale. À bon entendeur. Le président de la République procède ainsi au lancement officiel du guichet unique de commerce extérieur. Guichet qui permet par une interface privée et sécurisée pour les utilisateurs enregistrés ayant reçu... Armée guinéenne, le reportage de Sidi Robert Tolno dans de prochaines éditions d'information. Mission de la CENI à l'intérieur du pays. À marge de l'installation de la prestation de serment des nouveaux démembrements, l'institution a évalué dans la préfecture l'état du matériel électoral déjà existant. À Lelouma et à Pita, des efforts sont fournis pour conserver certains kits qui pourront être réutilisés lors des prochaines consultations électorales. Le constat de notre reporter Mamadi Ternaka Misoko. C'est une mission à but multiple que la CENI effectue actuellement à travers le pays. Parallèlement à l'installation et la prestation de serment des nouveaux membres des démembrements, un volet important est consacré à l'état des lieux du matériel électoral existant. À l'orée des prochaines législatives, l'institution en charge des élections veut s'assurer que ses représentants locaux travaillent dans les meilleures conditions souhaitées. L'inventaire, d'abord, c'est deux choses. D'abord, dans cette phase d'inventaire, vous savez que la CECI est une nouvelle structure, donc il faut identifier un nouveau local pour la CECI, pour que la CECI puisse avoir un endroit pour travailler. Ensuite, la deuxième chose, il faut s'assurer que le matériel informatique et le matériel mobilier qui avait été fourni par la CENI ou des partenaires comme AFS, le PNUD, est disponible et fonctionnel. Si tel n'est pas le cas, nous allons remonter les informations pour voir comment doter les démembrements de nouveaux matériels afin que les démembrements soient opérationnels et fonctionnels. Dans la plupart des préfectures du Fouta, comme les Louma et Pita, des kits comme les urnes, les isoloirs, les groupes électrogènes et autres équipements informatiques sont soigneusement gardés. Par contre, aucun des engins roulants, notamment les motos affectées dans les deux CEPI lors de la présidentielle de 2015, n'est visible au niveau des magasins de stockage. Après les élections communales, on a fait l'inventaire des matériels, comment on disait, les matériels lourds qu'on a remonté au niveau de la CEPI, au magasin de la CEPI. Il y a les jeunes, certains isoloirs qu'on peut utiliser encore. La majeure partie des engins roulants existent, mais ils sont devenus des paves. Ils sont en mauvais état. Ce qui est certain, on a beaucoup de difficultés par rapport surtout au matériel de bureau. Donc il y a les moyens aussi de locomotion. Ça n'existe pas. Les motos qu'on avait, tout est déjà en épave. Donc nous sollicitons réellement un apport très sérieux de la CENI dans ce cadre. Le matériel de bureau n'existe nullement pas. Pour un inventaire plus minutieux afin d'envisager des réponses appropriées, une fiche qui répertorie l'ensemble du matériel mis à la disposition des CEPI et CESPI est établie. Déjà, les données remontées de certaines préfectures sont en cours de centralisation au niveau des commissaires superviseurs de la CENI. Et puis ce communiqué de l'Assemblée nationale, avant de poursuivre cette édition d'information, le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés, des présidents des institutions constitutionnelles, des membres du gouvernement et du peuple de Guinée que la clôture de la session extraordinaire de la loi de finances rectificative 2019, ouverte le 9 août 2019, aura lieu demain, mercredi 4 septembre 2019, à 13h précises, précédée de l'adoption du volet de finances de la loi de finances à 10h précises à l'hémicycle du Palais du Peuple. Sont conviés à cette cérémonie solennelle, mesdames et messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, monsieur le ministre secrétaire général de la présidence de la République,
Monsieur le Premier Directeur de cabinet de la Présidence de la République, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers à la Présidence, Monsieur le ministre chef de cabinet à la Présidence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le secrétaire général des affaires religieuses, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, Monsieur le chef d'état-major particulier, Monsieur les directeurs généraux de la police, de la douane et des eaux et forêts, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, Mesdames et Messieurs les maires des communes de Conakry, révérends représentants des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants des syndicats de la société civile, le président Claude Kori Kouyanou. Je vous le disais tantôt, le Congrès africain sur la sécurité santé dans les mines et carrières a ouvert ses travaux ce mardi sous le patronage du président de la République, professeur Alpha Condé. La session mobilise les représentants d'une quinzaine de pays africains. La rencontre de Conakry devrait permettre l'installation d'un observatoire qui aura pour rôle de promouvoir la protection civile de les zones industrielles. Sanassi Keita revient sur les temps forts de la cérémonie. Regardez. Premier congrès africain sur la sécurité et la santé dans les mines et carrières, CASMICA. L'événement enregistre la présence de plusieurs personnalités guinéennes et étrangères sous la direction du président de la République. Thème retenu, sécurité et santé au travail dans les mines et carrières en Afrique. En dépit des efforts consentis pour améliorer la sécurité et la santé au travail, le nombre de décès, de lésions, d'incapacités précoces et de maladies chez les travailleurs des mines et carrières demeure relativement élevé. L'Organisation internationale du travail, OIT, a rapporté que plus de 330 000 employés meurent chaque année dans des accidents qui se produisent dans les mines. Les multiples risques liés au bruit, aux poussières, aux vibrations, à l'utilisation dangereux et d'explosifs, confèrent à ces activités une forte dangerosité. Ces conditions de travail s'avèrent dramatiques dans les mines artisanales où le travail ne répond à aucune norme. À cela s'ajoute, hélas, l'exploitation des enfants, des travailleurs migrants et la problématique du travail des femmes. Plus de 250 participants venus de 13 pays d'Afrique, professionnels des mines et autres personnalités, prennent part à ces assises de Conakry. L'objectif étant de partager des expériences pouvant permettre d'élaborer un document réel pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans les mines et carrières en Afrique. Votre présence, Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi que celle des membres de votre gouvernement, témoignent, s'il en était besoin, de votre engagement personnel à faire de cette première édition une réussite. L'IAPRP, en retour, s'emploiera activement pour faire du CASMICA une activité pérenne. Le ministre en charge de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration souligne. Il est dans ce contexte important de préciser que l'Afrique, avec 2% des emplois dans le monde, comptabilise à elle seule 18% des accidents de travail mortels. Devant ces nouvelles réalités, je souhaite que cette rencontre de Conakry soit l'occasion d'interpeller tous les acteurs, pouvoirs publics, organisations d'employeurs, de travailleurs des différents pays, afin d'œuvrer ensemble à la recherche des voies et moyens d'assurer une meilleure protection des travailleurs dans tous les secteurs d'activité économique et sociale. Au-delà de la lutte pour la sécurité et la santé des travailleurs dans les mines et carrières, le président de la République souhaite encore une lutte beaucoup plus générale qui va dans le sens de la protection de l'environnement. Je souhaite la bienvenue à nos frères et sœurs venus des pays amis. Le problème de la sécurité et de la protection des travailleurs est un problème extrêmement important dans les zones minières.
Car nous savons qu'il y a beaucoup d'accidents dans les zones minières, pas seulement en Afrique. Quand nous voyons ce qui se passe en Afrique du Sud, où les mines se coulent, etc. Mais je crois qu'il faut placer cela dans un contexte beaucoup plus global, qui est réellement la protection non seulement des travailleurs, de nos populations et de notre environnement. C'est bien que vous vous préoccupez de la prévention des risques et des dangers des travailleurs. Mais qu'en est-il lorsque l'exploitation minière fait disparaître nos poissons dans les fleuves? Qu'en est-il quand ils empêchent nos paysans de cultiver? Quand ils empêchent nos femmes de faire des cultures maraîchères à cause des poussières, etc. Quand ça amène le changement climatique, comme vous voyez de se passer, nous avons connu des pluies torrentielles en Guinée, à Conakry, qu'on n'a pas connu depuis plus temps. Vous avez vu, beaucoup de quartiers sont inondés. Quand nous voyons qu'au sud de Mauritanie, il y a eu des inondations avec 7 morts, quand nous voyons ce qui s'est passé au Mali hier avec le fondement d'un immeuble. Donc, en tant que cas de sécurité sociale, c'est vrai que votre préoccupation, ce sont les travailleurs. Mais la position des travailleurs n'est pas seulement dans l'usine. Là, nous devons exiger des miniers. Aujourd'hui, nous avons des technologies très avancées dans le monde, avec de nouvelles technologies. Nous devons donc obliger les miniers qui viennent travailler chez nous. Nous souhaitons que les miniers viennent chez nous, parce que nous avons besoin de développer nos mines. Parce que si nos mines restent sous terre, ça n'a aucun avantage pour nous. Mais c'est une coopération gagnant-gagnant. La Guinée a plus de la moitié des réserves mondiales de bauxite. Mais quand je suis arrivé en 2011, on ne produisait que 13 millions de tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à 80 millions et l'année prochaine, nous serons à 100 millions. Nous devons être un des principaux producteurs. Mais cela s'accompagne aussi de nuisances. Parce que les miniers sont pressés de rentrer dans leurs fonds. Mais nous voulons de l'argent, mais nous voulons aussi que nos populations soient protégées. La protection de la population est plus importante que l'argent que nous gagnons. Quelles mesures qu'ils prennent chez eux pour protéger les travailleurs qui prennent les mêmes mesures ici? Par exemple, quand je vois des usines de bauxite, ils protéger les travailleurs de telle sorte qu'il n'y ait pas les nuisances de poussières dégagées par la bauxite. C'est extrêmement important. Donc, il est extrêmement important que puisse vous réunir, que vous mettiez d'accord sur les critères que toutes les sociétés minières en Afrique doivent remplir. Parce que vous les connaissez, vous devez dire, voilà les critères standards que nous voulons que chaque minier dans la plupart de nos pays observe. C'est vous qui connaissez. À partir de ce moment-là, chaque gouvernement est obligé de faire en sorte que ces critères soient respectés. Si vous voulez faire votre rôle, vous ne devez pas quitter ici sans énumérer et donner au gouvernement un cahier de charge. Voilà ce que nous demandons au gouvernement. Voilà ce que doit être la protection des travailleurs dans les différentes mines, que ce soit de l'or, de la bauxite, etc. Mais aussi, il ne faut pas oublier les nuisances sur la nature. Parce que si le travailleur n'a pas d'accident au travail, il ne peut pas avoir de la nuisance chez lui. Si on met trop d'arsenic, par exemple, pour l'or, et qu'il n'y a plus de poissons dans les rivières, il est évident que ça touche aussi les travailleurs, sans compter l'empoisonnement. N'oubliez pas qu'en Asie, beaucoup de fleuves ont disparu. Il faut que nous tirons les leçons de ce qui s'est passé dans les autres pays. Que nous ne reproduisons pas les erreurs que les autres pays développés ont reproduites. Parce que tout homme d'affaires a tendance à maximaliser son profit. Mais c'est nous qui devons faire en sorte que cette maximalisation du profit n'aille pas contre la santé et les conditions de vie de nos populations. Donc il est extrêmement important que votre lutte pour la défense des travailleurs soit dans une lutte globale qu'est la protection de l'environnement. Par exemple, quand vous avez les poussières, souvent ça abîme, nous avons planté des anacardiers, mais si vous avez ces nuisances, ça peut détruire les anacardiers. Il est vrai que pour les cultures maraîchères, on peut trouver la solution avec les cultures sous serre qui protègent les cultures maraîchères. Il faut aussi exiger que les miniers, en plus de leur travail, qu'il y ait un contenu local qui consiste à aider les travailleurs. Il n'est pas normal que les miniers, par exemple, n'accompagnent pas les travailleurs. Dans les pays où nous sommes des commerçants de riz, comme la Guinée, ou d'igname, comme en Côte d'Ivoire, ou de sorgho au Burkina,
qu'ils aident les paysans, les travailleurs à avoir les champs qui peuvent les nourrir. Et deuxièmement aussi, encourager les femmes dans les cultures maraîchères et autres en les créant les conditions les meilleures. Donc, votre lutte n'a de sens qu'ici elle s'inscrit dans une lutte globale. Mais je ne vous dis pas de ne pas défendre les travailleurs, mais vous citez dans une lutte globale. Ensuite, nous ne devons pas suivre la colonisation. Quand je vois la liste des pays, je ne vois que des pays francophones. Mais en Afrique de l'Ouest, il y a le Ghana qui est un pays minier. Il y a le Togo qui est un pays minier. Il y a le Libéria qui est un pays minier. Il y a la Sierra Leone qui est un pays minier. Pourquoi ils ne sont pas membres, Monsieur le Président? Nous n'avons pas accepté francophones, anglophones, lusophones, etc. Non, ça c'est le colon qui nous a imposé cela. Quand nous voulons faire la protection, nous devons associer les Ghanéens, les Sierra Leonais. Les Sierra Leonais sont nos voisins. Les Libériens sont nos voisins. Le Ghana est le voisin du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Pourquoi voulez-vous seulement protéger les travailleurs de ces pays et pourquoi vous ne voulez pas protéger les Ghanéens, les Sierra Leonais et les Libériens? Donc, sortons de ce carcan dans lequel la colonisation nous a enfermés et voyons l'Afrique et battons-nous pour que tous les travailleurs africains puissent bénéficier des mêmes avantages, qu'ils aient les mêmes protections. C'est ce que je vous demande. Donc j'espère que le président va faire des efforts, je suis prêt à vous accompagner, pour que ces autres pays adhèrent à l'organisation. J'apporte aussi mon soutien à M. le directeur général de la Caisse qui souhaite que le siège de l'Observateur de la prévention soit en Guinée. Je vous apporte mon soutien. Donc, il est extrêmement important aujourd'hui. L'Afrique, nous sommes les moins pollueurs dans le monde. Mais c'est nous qui subissons les plus de conséquences de la pollution. Vous prenez le lac Tchad, a perdu 90% de sa superficie. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas une bagarre entre les paysans et les éleveurs quand il n'y a plus d'eau? Ou bien entre les orpailleurs et les sociétés minières. Dernièrement, il y a eu un affrontement au Burkina. Il y a eu des morts entre les sociétés minières et les orpailleurs qui ne voient toujours pas comment où est la différence, c'est-à-dire où ils ne peuvent pas aller. Il y a aussi les exploitations clandestines qui sont dangereuses. Donc nous devons nous mettre d'accord pour lutter contre les exploitations clandestines des orpailleurs. Parce que souvent, ils emploient l'arsenic. Ce n'est pas une question d'être chauvin ou pas. Mais nous ne devons pas permettre que des Guinéens aillent faire l'exploitation clandestine de l'or au Burkina et qu'ils salissent comme vice-versa. Donc, il faut que vous voyez toutes ces questions-là. Parce que si vous n'abordez le problème d'un seul côté, vous ne réussirez pas. Parce que lorsque il est protégé par sa santé, mais que tout le reste manque, ça ne pourra pas aller. Donc je pense que c'est nécessaire de travailler avec le gouvernement et les ministres des Mines pour qu'effectivement on voit le problème de la protection des travailleurs et des populations dans l'ensemble. Parce qu'aujourd'hui, nos rivières sont menacées. Et si les poissons disparaissent, comment nous allons faire? Nos cultures sont menacées. C'est pourquoi nous exigeons que dans toutes les routes, si ce n'est pas goudronné, qu'on mette des pavés. Parce qu'avec les pavés, il n'y a pas de poussière. Il y a d'autres problèmes aussi, du fait qu'on n'a pas toujours la maîtrise technologique. On est souvent trompé. Par exemple, un minier peut vous dire ma bauxite que j'ai exportée de 40% que de 60%. Donc il est extrêmement important que nous nous dotions aussi de tous les laboratoires qui nous permettent de savoir exactement quelle est la teneur de tel bauxite, de tel or exporté. Quelle est la quantité? C'est là extrêmement important parce que tout ça, ça rentre aussi dans l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Mais les travailleurs aussi doivent éviter de tuer la poule aux œufs d'or. Ce qui s'est passé à Fria, là, ils ont fait des revendications intempestives, l'usine a fermé. Donc autant nous devons nous battre pour obliger nos partenaires à respecter toutes les conditions du code minier, autant nous-mêmes nous devons respecter les conditions des codes miniers. Il ne faut pas que nous ayons des syndicats qui fassent des revendications totalement irréalistes, qui finissent par entraîner la fermeture des usines au détriment de tout le monde. Donc, en sous on dit, ça dit en clair,
Si tu parles à la souris, il faut parler aussi au Soumbara. Si le Soumbara ne sent pas, la souris ne va pas venir. Et donc, nous devons voir la responsabilité des autres, mais aussi nos propres responsabilités. Nous avons des gens qui, pour se faire plaisir, en train de travailler dans les revendications intempestives qui n'ont rien à voir avec la réalité. Voilà ce que moi je peux vous demander, en espérant que vous allez, en sortant d'ici, vous allez nous dégager des critères très précis auxquels tous les États membres et ceux qui viendront après vont adhérer. C'est-à-dire que ce sera une feuille de route que vous imposez aux différents gouvernements. Comme ça, le gouvernement qui ne respecte pas, vous avez le moyen de faire pression. Mais si on n'a pas une feuille de route, nous-mêmes, on ne verra pas assez clair. Parce que chacun a son rôle. Vous devez protéger les travailleurs, donc vous savez exactement quelles sont les conditions du travail, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc il faut nous dégager une feuille de route dans ce sens-là. Des questions brûlantes de l'actualité relatives au développement durable, à la responsabilité sociale des entreprises, au travail des enfants, des femmes et des migrants vont être débattues avec acuité pendant 5 jours à travers des conférences, des panels, des travaux de commission et des communications libres suivies du partage d'expériences. Voilà, et puis en plus bref, ce communiqué, le bureau exécutif de l'Institution nationale indépendante des droits humains porte à la connaissance des commissaires aux droits de l'homme et à l'opinion publique que l'ouverture officielle de la 3e session ordinaire de l'Assemblée plénière de la dite institution aura lieu le vendredi 6 septembre à 10h au Palais du Peuple ici à Conakry, salle du 28 septembre, le président Dr Ali Ayabi. Dernier virage de cette édition, Hajj 2019, a fini les opérations de pèlerinage musulman. Le dernier convoi est arrivé aux environs de 2h du matin à bord de la compagnie Ethiopian Airlines. Parents, amis et autorités étaient mobilisés à l'aéroport international de Conakry-BCA pour la cérémonie d'accueil. Aboubakar Yabi, notre reporter, était de la partie. Tous les pèlerins guinéens qui se sont rendus cette année au lieu saint de l'islam sont tous de retour au pays. Le dernier vol retour a atterri aux environs de 2h du matin ce mardi à l'aéroport international Conakry-BCA. Comme les premiers pèlerins qui ont regagné le pays, ce dernier groupe de 200 personnes se félicite de l'organisation du Hajj malgré quelques cas de décès enregistrés. Il y a eu effectivement des cas de maladie et conséquemment des cas de décès. Ce que je vais vous dire à chaud, c'est que nous avons eu 9 cas de décès cette année. 9 cas de décès. Nous avons laissé sur les lieux un malade qui est grave. Nous avons sollicité l'amener avec tout ce que nous avons dit. L'hôpital nous a dit que vraiment il n'est pas dans les conditions de voyager, que même si nous avons un avion médicalisé, il n'est pas dans les conditions de voyager. Du début des opérations de pèlerinage à la fin, les autorités ont veillé sur la réussite de ce voyage annuel. Cela conformément aux orientations du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Sentiment de satisfaction pour rentrer aujourd'hui avec le dernier convoi de nos pèlerins, 8300 qui ont quitté la Guinée ici pour effectuer le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous sommes aujourd'hui avec le dernier convoi. Et on avait réalisé la vision au peu près de son Excellence le chef de l'État en ce qui concerne la qualification d'organisation du pèlerinage dans notre pays. L'accomplissement de ce 5e pilier de l'islam est une opportunité de formuler des prières et bénédictions en faveur de la paix et du développement socio-économique. Dans le monde cette année, plus de 2 millions de musulmans se sont acquittés du Hajj en terre sainte du Royaume d'Arabie Saoudite. Et dans le même registre, les pèlerins chrétiens sur les pas du prophète Moïse en Jordanie, plusieurs sites de l'itinéraire de Moïse et du peuple hébreu en provenance d'Égypte pour la terre promise ont été visités. Les fidèles chrétiens de Guinée ont aussi visité les ruines de l'Empire romain. Nos envoyés spéciaux Valérie Talimanet et Bernard Tanguino seront dans les prochaines éditions d'information. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.
face au recteur de l'université de Kankan, Dr Sekou Kaba, les nombreux étudiants répondent à l'appel du bureau provisoire pour ce premier congrès national électif. De façon